Le 27 et 28 juillet 1809, dans la province de Tolède, à Talavera de la Reina, environ 100 000 hommes, des armées anglaises, espagnoles et françaises, s'affrontèrent dans un combat sanglant, l'un des plus sanglants d'une campagne démarrée un peu plus d'un an plus tôt, le 2 mai 1808. Les Anglais nomment cette campagne la guerre péninsulaire, les Espagnols la guerre d'indépendance et les Français timidement la campagne d'Espagne. Cette campagne est bien plus qu'une simple campagne militaire. Elle comprend aussi bien la lutte d'un pays entier pour les valeurs qui lui sont vitales, pour ses traditions et sa culture, mais aussi pour des enjeux économiques et politiques. Il fut le tombeau de bien des destins et des espoirs, mais elle fut également le théâtre de gloires immenses. L'histoire n'est pas forcément une matière ennuyeuse, elle ne l'est que lorsque les hommes la rendent ainsi. Lorsque l'on considère les événements dont l'Espagne fut le théâtre entre 1808 et 1814, comment ne pas être saisi par la grandeur de cette période? Il souffle sur toute cette affaire un vent sanglant d'aventure où des peuples vont s'affronter sur la péninsule ibérique. Il nous faut remonter bien avant l'avènement de l'Empire et les guerres de la Révolution pour trouver l'alliance entre l'Angleterre et le Portugal. C'est le traité de Windsor qui, en 1386, scelle une alliance luso-anglaise, l'Angleterre ayant aidé le royaume du Portugal à se débarrasser des Maures. Cette alliance prendra à la découverte des Amériques un intérêt tout particulier puisque l'Angleterre pourra ainsi profiter du commerce transatlantique. Et c'est toujours vrai au XIXe siècle. La Révolution va bouleverser les relations diplomatiques entre la péninsule ibérique et la France. L'Espagne et le Portugal sont horrifiés par l'exécution du roi Louis XVI. D'une manière générale, il existe un fossé entre les habitants de la péninsule et le français, comme vont en témoigner de nombreux mémorialistes qui ont couvert cette période. Je ne vais pas alourdir le propos ici en faisant de trop nombreuses citations, mais il est admis que les voyageurs français en Espagne se plaignaient notamment de la saleté des villes et des villages et de la nonchalance des habitants, tout en louant les mœurs joyeuses et festives de ceux-ci. Par exemple, dans ses mémoires, le général baron Marbot, ainsi que d'autres, décrit comment les couchages dans les relais de poste sont particulièrement sales et remplis de vermine. Si en plus on y ajoute le mépris pour une population vue comme bigote, ainsi que les dirigeants et les aristocrates considérés comme vénaux et corrompus, vous avez là les ingrédients pour une incompatibilité bilatérale. C'est ce qui va conduire, notamment, les soldats français et les populations ibériques à s'affronter de la manière la plus sanglante et cruelle, dans une incompréhension mutuelle des plus létales. Napoléon, puis l'empereur Bonaparte, vont affronter le Portugal dans le cadre notamment de cette alliance entre le Portugal et l'Angleterre. L'or anglais étant un levier qui poussait les États à faire la guerre à la France, Napoléon essaya par tous les moyens de tarir la manne. Mais dans le cadre du Portugal, après un ballet diplomatique sur plusieurs années ainsi que plusieurs affrontements, comme une guerre entre le Portugal et l'Espagne à laquelle s'allia la France en 1801, ce que l'on appela la guerre des Oranges, aboutit finalement à la guerre de 1807 à 1814 qui nous intéresse aujourd'hui. En 1805, après une période de paix relative, démarre la guerre de la Troisième Coalition. Par décret, l'empereur annexe Gênes, l'Angleterre prenant cet acte comme prétexte et exemple qui prouve que Napoléon Bonaparte voulait conquérir l'Europe, déclenche l'entrée en guerre de l'Autriche et de la Russie. Cela faisait 3 ans que Napoléon Bonaparte promettait l'invasion de l'Angleterre, or une quinzaine de navires de ligne anglais patrouillaient sans cesse dans la Manche, rendant l'invasion impossible. L'amiral Villeneuve devait se charger des navires de ligne anglais à l'aide des Espagnols, après une manœuvre de diversion qui envoyait la flotte de Nelson de l'autre côté de l'Atlantique. Mais il perdit un temps considérable sur le retour en s'arrêtant à Cadix. La suite est bien connue,
la destruction complète de la flotte française à la bataille au large du cap Trafalgar. Le pire, c'est que Villeneuve déclencha la bataille alors que les armées françaises avaient déjà quitté leur base de départ de la Manche et se seraient trouvées de toute façon dans l'impossibilité de mener une invasion puisqu'ils se dirigeaient vers l'Europe centrale. L'invasion de l'Angleterre était totalement compromise et c'est là que l'affaire de Gênes prend place, évitant ainsi à l'empereur de devoir admettre son échec à mener à bien l'invasion. La guerre de la Troisième Coalition démarrait à point nommé, pourrait-on dire. En 1807, le Portugal, ne respectant pas le blocus continental mis en place pour asphyxier l'Angleterre, Napoléon Bonaparte envoie Junot à l'attaque en traversant avec son autorisation l'Espagne, tout ceci étant encadré par le traité de Fontainebleau. En 1807, la couronne du Portugal est dans une situation particulière. La reine Dona Maria, veuve de Pierre III, est démente. C'est son fils qui régnait sous le nom de Jean VI en tant que régent du Portugal. D'un point de vue géographique, c'est un pays rocailleux avec fort peu de grandes routes carrossables. Séparé de l'Espagne par des montagnes stériles habitées par des pâtres à demi sauvages comme nous dit Marbot dans ses mémoires, les terres fertiles se trouvent dans les vallées du Tage, du Mondego, du Douro ou du Minho, des noms de fleuves que l'on retrouvera souvent dans les récits de mouvements de troupes et de batailles. Le commerce avec l'Angleterre était la principale source économique du Portugal. Napoléon, depuis longtemps, voulait s'emparer de ces régions et mettre à mal les ressources de revenus anglais. Au mois de septembre 1807, l'armée est réunie à Bayonne, 25 000 hommes sous les ordres du général Junot. Mais qui est Jean Andoche Junot? C'est au grade de sergent au siège de Toulon que Junot fait la connaissance de Napoléon. Ils deviennent amis. Pendant les guerres révolutionnaires, il gagne le surnom de la Tempête. Il va briller en 1796 pendant la campagne d'Italie, puis pendant la campagne d'Égypte. Malgré tout cela, il ne recevra pas de bâton de maréchal en même temps que les 18 autres. En 1805, il est nommé ambassadeur au Portugal, mais il déserte son poste pour prendre part au combat de la campagne d'Autriche. Et nous le retrouvons à la tête de l'armée qui doit envahir le Portugal à l'automne 1807. Selon Marbot, toujours lui, Napoléon commit 2 erreurs. Former un corps expéditionnaire avec des régiments nouvellement formés et nommer Junot à la tête de ceux-ci. Voici la description que celui-ci en fait. La première fois que je l'aperçus, je fus frappé et inquiété par ses yeux hagards. Sa faim justifia mes appréhensions. On connaît l'origine de sa fortune. Alors que simple fourrier du bataillon de la Côte d'Or, il gagna par un mot l'affection du capitaine d'artillerie Bonaparte, dans la tranchée de Toulon. Il le suivit en Égypte, commanda à Paris et devint ambassadeur à Lisbonne. Sa gaieté, sa franchise militaire, sa réputation de bravoure, enfin, sa prodigalité lui conquirent l'amitié des grands et la sympathie populaire. Mais tout cela ne suffit pas a priori. La logistique, qui est très importante lors de la marche d'une armée en campagne, était inexistante, puisque Junot la négligea et ses soldats lancés sur le Portugal dormaient à la belle étoile et ne touchaient que des demi-rations. Ainsi les routes se couvrirent de soldats malades et de traînards. C'était un spectacle affligeant pour les Espagnols qui accouraient pour contempler les vainqueurs de Marengo, Austerlitz et Friedland. Mal préparés, ces colonnes s'étirant sur plusieurs centaines de lieues, de Bayonne à Salamanque, Junot finit par atteindre Ciudad Rodrigo, dont nous reparlerons, et il fit une halte de plusieurs jours pour permettre aux traînards de recoller à l'armée. Dès qu'un tiers l'eut rejoint, il se mit en route pour traverser les montagnes en direction de la vallée du Tage, avec une demi-ration de pain par homme. Au prix de souffrances inouïes, seulement 5 à 6 000 hommes atteignirent Abrantes, la belle partie de la vallée du Tage, après avoir traversé Castelo Branco et Alcantara. Ils arrivèrent dans un piteux état, dont certains pieds nus. Prenant le prétexte que l'empereur lui avait ordonné de saisir les biens anglais, Junot rassembla 4 000 hommes les moins fatigués,
laissa à ses généraux les soins de rassembler son armée et fonça sur Lisbonne. Les 12 à 15 000 hommes de la garnison de Lisbonne et les navires britanniques stationnés au large ne faisaient, a priori, pas peur à Junot, et le gouvernement portugais, sans doute effrayé par l'aura des armées françaises, céda à toutes les demandes de l'empereur. L'affaire était bouclée de la manière la plus cavalière. Mais malgré la célérité de Junot, la couronne portugaise, ainsi que 9 à 10 000 individus et des richesses considérables, s'embarquèrent le 28 novembre vers le Brésil. En dépit de tout l'emportement de Junot, à décembre, son armée présentait un effectif de 25 000 hommes, car entre-temps, il avait pris soin de ses soldats. Ainsi se termine le premier épisode des campagnes de la péninsule ibérique. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.